Salut à vous, nos fidèles auditeurs des Idées Radicules. Ici, Jean-William et Michael Côté, vos deux animateurs comme d'habitude. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode qui nous touche particulièrement à moi et Mike parce qu'on en fait partie et je parle bien de la relève agricole au Québec. Absolument. Et pour ce faire, nous avons reçu Pierre-Luc Hervieux qui est vice-président de la Fédération de la relève agricole du Québec. Il est également président de la FRAC, donc la Fédération de la relève agricole du Québec, de la Naudière. Et il est également maraîcher de troisième génération. Yes, nous avons aussi invité Ginette Archambault, agente régionale et conseillère en transfert d'entreprise à l'Artère, puis surtout une passionnée de la question de la relève agricole au Québec. Absolument. Puis on est content de les avoir reçus parce que chacun a vraiment un avis informé puis renseigné sur la question de la relève. Puis c'est des passionnés d'agriculture, donc trippant. Ouais. Puis, on va discuter surtout, dans le fond, des différents freins à l'établissement de la relève, mais aussi des solutions là, pour celle-ci. Cet épisode est également commandité par Financement Agricole Canada qui offre des services financiers spécialisés et personnalisés aux exploitations agricoles, aux fermes familiales et à la relève agricole surtout. Et on n'oublie pas qu'il possède un balado, c'est La Terre et la Table. C'est un balado mensuel qui met en vedette les entrepreneurs agricoles et les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. C'est une super conversation avec des producteurs sur la gestion agricole et leur réalité au quotidien. Ouais, donc vous pouvez écouter leurs épisodes et surtout vous abonner sur leur site web au www.fac.ca/balado avec un S. Alors allez voir ça et en attendant, bonne écoute. Salut, bonne écoute. Alors salut Pierre-Luc, salut Ginette, bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Ça va super, merci. Ça va bien. Très bien, merci. Ouais, merci de participer à l'épisode puis de venir avec nous sur le show. C'est tout le temps très apprécié là, d'avoir des invités qui sont impliqués, qui se déplacent pour venir nous voir. Merci de l'invitation. Cool. Fait que, comme tous nos épisodes, on aime ça commencer en vous posant des petites questions un peu sur votre parcours, donner un peu de couleur, là, c'est ça, à votre nom, à votre visage. Fait qu'on vous demande un peu d'identifier c'est quoi les grandes lignes, les moments forts de votre histoire, de votre parcours qui fait que vous êtes aujourd'hui ici aujourd'hui. Ginette, tu vois-tu? Moi, je suis au Carrefour Bioalimentaire Laurentide. Je suis agente régionale l'Artère et conseillère en transfert d'entreprise. Je suis issue du milieu agricole. J'ai un parcours, j'ai étudié, j'ai travaillé en recherche, j'ai été productrice aussi. Okay. Au Carrefour Bioalimentaire Laurentide, ça, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour grande mission de contribuer au développement des systèmes alimentaires durables dans la région des Laurentides. Wow. L'organisme, après un grand travail de concertation sur le territoire, a élaboré une stratégie bioalimentaire Laurentide 2018-2023, au sein de laquelle on retrouve des grands chantiers de travail, dont le chantier sur l'accès aux terres, qui est un chantier qui vise à faciliter l'accès aux terres à la relève dans la région. Ouais. Parmi les moyens qui ont été identifiés, le grand moyen qui était identifié pour soutenir la relève, c'est la mise en place puis le déploiement des services Artère. Okay. Actuellement, dans la région, il y a 6 des 8 MRC qui adhèrent à l'Artère, dont la MRC Thérèse de Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel, Argenteuil, les Laurentides et Antoine Labelle. OK, cool. Puis pour revenir un peu en arrière, tu disais que toi, tu as été productrice aussi également? Oui. Tu étais productrice dans quel secteur, quel type de production? J'ai eu une première entreprise, c'était un centre équestre avec culture en grand champ, en grande culture. Ouais. Puis une deuxième entreprise plus tard qui était une production maraîchère biodiversifiée, une micro-ferme avec un petit volet apicole puis micro-pousse. Wow, très cool. C'est le fun. Fait que t'as quand même un beau parcours là, où tu as vu plusieurs volets de plusieurs angles d'une même pièce, on pourrait dire. Là. Tout à fait. Puis mon rôle à l'Artère, c'est d'accompagner les aspirants agriculteurs de la région des Laurentides. Fait que c'est sûr que ça me donne un bagage là, vraiment... pour les comprendre, je pense avoir des outils là, vraiment utiles là, pour bien les accompagner dans leur démarche. Cool. Merci, Ginette. Merci. Et toi, Pierre-Luc? Ben, c'est ça, Pierre-Luc Hervieux. Dans le fond, je suis producteur maraîcher à la Norée dans la Naudière. Donc, troisième génération. Mon grand-père qui a démarré la ferme. Nice. Puis, c'est ça, dans le fond, je prends la relève tranquillement. J'ai étudié en GTA à Joliette. Okay. Puis, à la suite, en finissant mon cégep, j'ai eu l'occasion de m'impliquer au niveau de la relève agricole de la Naudière. Ouais. On avait un gros dossier qui était un oléoduc dans ce temps-là. Donc, on a travaillé en concertation avec l'UPA puis la relève pour bloquer cet oléoduc-là qui allait passer dans les tourbières de la Norée.
Yeah. Donc, c'est là que j'ai débuté mon implication au niveau de la relève. Nice. Puis là, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis président de la relève agricole de Lanaudière. Je suis impliqué aussi au niveau de la Fédération de la relève agricole du Québec. Ouais. Fait que de fil en aiguille, là, on a monté les échelons, puis on travaille là, pour améliorer l'établissement des jeunes en agriculture. Pour la petite histoire, c'est ça, vous aviez réussi à bloquer le Léodic. Oui, c'est ça. Avec l'UPA, puis tous les syndicats de la relève, là, dans le fond, on a réussi à faire reculer ce projet-là. Ouais, quand on dit que les jeunes ne sont pas impliqués, là. Ouais, c'est ça. Vous connaissez pas Pierre-Luc. Ouais, je pourrais revenir aussi un peu en arrière. Tu disais, tu as étudié pour les éditeurs GTA à Joliette. C'est quoi ça? Ouais, gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Good. C'est une technique de 3 ans. Cool. Okay. Parce qu'on a un épisode sur les formations qu'on vous invite à aller, les formations agricoles qu'on vous invite à aller checker. Ouais. Fait que ça, tu vois, on complète un peu notre premier épisode. On en a une autre de plus qu'on parle. Parfait. All right. Ben good. Ben tu sais, Ginette, je pense que tu as commencé à l'aborder un peu, mais j'aimerais ça que tu y ailles un peu plus en détail sur c'est quoi en même temps l'artère, puis quel rôle l'artère joue là, vraiment auprès de la relève. OK. Mais l'artère, en gros, c'est un service de maillage, d'accompagnement puis de jumelage entre les aspirants agriculteurs et les propriétaires fonciers. Dans le fond, ce qu'on vise, c'est des établissements par la reprise d'entreprise, par la location ou l'acquisition d'actifs ou par le développement de partenariats. Dans le fond, la grande mission de l'artère, c'est de contribuer à la pérennisation des entreprises et de notre patrimoine agricole au Québec. Plus concrètement, les agents de maillage à l'artère vont accompagner les cédants et les aspirants agriculteurs, les cédants étant les propriétaires fonciers ou les producteurs sans relève identifiée, les aspirants agriculteurs étant la relève agricole dont on parle. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'en tant que, tu sais, comme moi, par exemple, mon rôle, c'est d'accompagner les aspirants agriculteurs. Donc, je les accompagne tout au long de la démarche du développement du projet. Je suis là pour m'assurer qu'ils ont les bons outils, les outiller correctement, les référer vers les bonnes personnes, les conseiller, les professionnels dont ils ont besoin là, au fur et à mesure qu'ils avancent dans le développement de leur projet. Jusqu'à l'atteinte de certains objectifs qui peuvent leur permettre de passer à un niveau de qualification à l'artère. Donc, ils ont des petits devoirs à faire, puis entre autres, ils doivent déposer un plan d'affaires. Une fois que le plan d'affaires est déposé puis que les devoirs sont faits, puis qu'ils sont qualifiés, c'est là qu'on peut amorcer avec eux le repérage des offres et éventuellement les visites de jumelage. Donc, on continue de les accompagner ensuite tout au long de la démarche en vue d'une entente. Donc, si on trouve une propriété qui correspond à leurs critères de recherche puis à leurs besoins, bien là, on peut entamer la discussion pour arriver à une entente qui va être notariée éventuellement. Ce qu'il faut vraiment, comme je pense qu'il est important de mentionner, c'est que une entente de jumelage, c'est pas juste de trouver la bonne propriété, la bonne entreprise à reprendre, mais c'est aussi de s'assurer qu'on a un fit humain qui est adéquat, qu'on a des candidats de chaque côté de la table qui partagent des valeurs communes, une mission, une vision qui est commune aussi. S'il faut, par exemple, est-ce que tout le monde est d'accord avec le type de projet qu'on va développer, s'il s'agit d'une location, d'un partenariat, d'une reprise d'entreprise, s'il faut ajouter des volets de production ou réorienter un petit peu l'entreprise, est-ce que tout le monde partage ça? Puis ensuite, de travailler vraiment à ce que la communication soit fréquente, régulière, bonne, efficiente là, au sein là, de l'ensemble là, du groupe. Fait que le rôle de l'agent de maillage, c'est vraiment un rôle de facilitateur, en étant neutre, un rôle de facilitateur de communication, de négociation pour aboutir à une entente qui est satisfaisante. Pas une entente qui est faite de compromis de part et d'autre qui peut générer, par exemple, des insatisfactions ou des frustrations éventuellement. Là. Le but, c'est vraiment d'arriver à une entente qui soit satisfaisante pour toutes les parties, puis de tout mettre par écrit là, jusqu'à tout ce qui est dans l'organisationnel, le relationnel, le communicationnel, pour que tout soit clair, qu'on mette sur papier. Moins d'ambiguïté. C'est ça. En plus, j'imagine qu'en étant producteur, toi, si tu as travaillé à force de sueur puis de travail ardu à comme monter une entreprise, tout ça, quand vient le temps de léguer, j'imagine, en tout cas, plus que j'imagine. Moi, personnellement, je voudrais pas léguer ça à n'importe quelle personne de la relève qui va peut-être pas, comme tu dis, reprendre les mêmes valeurs, avoir la même vision pour la vocation complètement. Ben oui, c'est ça, tu sais. Oui, c'est quelque chose qui tient à cœur. Hein. Il y a beaucoup d'émotions là, qui sont imbriquées dans des projets agricoles, que ce soit le passeur de flambeau, là, le cédant, ou même le projet qui va être un projet en démarrage, là, mais il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Puis nous, en étant neutre aussi, c'est ça un peu
notre avantage. Là. On n'a pas d'émotion reliée à ça, fait qu'on est capable de peut-être intervenir ou voir les choses différemment lorsque c'est nécessaire. Oui, je comprends. Très cool. Est-ce que... Ouais, vas-y. Ben oui, Pierre-Luc, ensuite de ça, on aimerait ça pour toi, tu nous disais que tu étais président de la FRAC Lanaudière. Oui, la relève agricole de la relève, c'est ça. Donc, vice-président au provincial. Vice-président provincial. Ouais. C'est nice, ça. Ben, peux-tu nous expliquer, en fait, c'est quoi la FRAC? Dans le fond, la Fédération de la relève agricole du Québec, elle a pour mission d'améliorer les conditions d'établissement des jeunes en agriculture. Donc, on rassemble les gens entre 16 et 39 ans. Donc, pas besoin d'être agriculteur nécessairement, soit tu sois aspirant agriculteur ou que tu aies juste une passion pour l'agriculture, tu peux joindre le mouvement. Cool. Puis, dans le fond, nous, on favorise la formation. On essaie de travailler pour que nos membres puissent avoir un meilleur accès soit au programme de financement ou différentes choses là, pour qu'il y ait le plus possible de jeunes qui s'établissent en agriculture. Okay. Fait que là, présentement, on est tout près du 2000 membres, mais on travaille tout le temps en représentant les 7500 jeunes agriculteurs du Québec. OK. Fait que c'est ça aussi, dans le fond, c'est comme un peu comme à l'Artère, il y a un gros travail d'accompagnement. Puis... Ouais, ben on travaille pas directement avec les jeunes. Artère, c'est ça. Nous, c'est vraiment plus au niveau là, du politique puis de faire avancer la cause des jeunes agriculteurs. La représentation dans un sens. Exactement. OK, je comprends. Puis on travaille beaucoup en partenariat avec l'UPA, donc... Cool. Nice. Parfait. Puis justement, moi, ça m'amène à la question qui s'adresse vraiment à vous deux, mais on en est rendu où en ce moment avec la relève au Québec? C'est quoi les enjeux avec, je sais pas, la population qui vieillit, le prix des terres, la disparité du prix à l'acre? Où en est-on rendu aujourd'hui? Je pense que de la relève, il n'en manque pas. Ça, bien de plus en plus jeunes et de plus en plus formés. Donc, ça, il y en a. C'est sûr que les conditions pour s'établir en agriculture sont de plus en plus complexes. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'avec avec des programmes comme Artère, puis de se parler dans le milieu, ça peut faciliter un peu l'établissement des jeunes. On le sait, là, les études le démontrent, l'accompagnement, c'est vraiment une grande clé de réussite dans le développement d'un projet entrepreneurial agricole. Fait que ça, c'est vraiment une clé parce qu'il y a des freins là, liés justement là, au prix des terres et tout. OK. Puis justement, ça serait quoi, selon vous, c'est quoi en ce moment les freins majeurs justement pour la relève? C'est quoi qui constitue le plus gros obstacle? Ou les plus gros obstacles? L'accès à la terre, ça reste un gros, puis le financement aussi, c'est vraiment les deux, parce que ça va un peu de pair, là. Plus que le prix des terres augmente, plus que le financement est dur, plus que ça prend de garantie. Les entreprises valent tellement cher que quand il vient le temps de transférer une relève, que ce soit apparenté ou non, c'est tellement compliqué avec les fiscalistes. C'est des valeurs qui sont grosses au livre, mais les bénéfices annuels sont pas si élevés que ça non plus. Là. Non, c'est ça. Ça complexifie beaucoup là, les transferts de ferme. Tout à fait. Il y a aussi, la préparation des candidats, là, c'est sûr que plus la relève est formée, plus elle a de connaissances, plus elle a d'expérience, puis plus elle sait s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on sait, là, à compétences égales, deux producteurs, celui qui va se démarquer, qui va avoir des bons rendements, et celui qui a les qualités d'un bon gestionnaire aussi. Donc, c'est ça, c'est comme un des freins aussi, la préparation, là, puis d'être bien entouré. Fait que ça se travaille, c'est toutes des choses qui se travaillent. Là. Diversifier les sources de revenus, de financement et tout. Là. Fait que pour concrétiser, puis vraiment encore plus poser ça, justement, on le voit en ce moment, les écoles quand même d'agriculture sont pleines, c'est hyper contingenté, que ça soit autant au cégep de Vito, à Saint-Hyacinthe, à Joliette, j'imagine que c'est le même principe. Comment ça, comment ça, cette relève-là, malgré même l'Artère, malgré le FRAC, n'arrive pas à ça se traduit pas par un nombre d'entreprises croissant dans n'importe quelle sphère, parce que je sais qu'admettons, pour qu'est-ce qui est du maraîchage, particulièrement maraîchage petite surface, il y a une augmentation du nombre d'entreprises qui est démarrée, mais comment ça, c'est pas le même principe aussi au niveau de la vache laitière, au niveau de la sériculture, au niveau du porc, au niveau du tu sais, qu'est-ce qui se passe un peu? Ben, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est gestion de l'offre, c'est quand même très difficile là, de partir de rien. Il y a des programmes relève qui sont disponibles. On travaille pour les bonifier un petit peu parce qu'ils fonctionnent, mais peut-être pas parfètement. Je sais que dans la séricole, il y a beaucoup de nouveaux démarrages aussi, là, autant maraîcher qu'à séricole. Il y a eu un tirage d'entaille récemment. Fait qu'il y a beaucoup de démarrages aussi en acériculture. OK, cool.
Puis il y a peut-être des productions aussi qui sont un petit peu plus difficiles. Là, quand on parle de porc, bœuf, des fois la rentabilité est moins là. Fait que c'est peut-être moins alléchant pour des jeunes de se démarrer dans ces productions-là. OK. Puis la relève est là, tu sais, mais c'est de s'établir qui n'est pas simple. Puis tu sais, je pense qu'il y a vraiment une grande disparité aussi entre le type d'offres disponibles sur le marché puis ce que la relève recherche. Là, tu sais, comme on parlait de maraîchage biodiversifié, ben on n'est plus dans le même modèle dans lequel a évolué le Québec là, au niveau agricole. Là. On ne cherche plus, la majorité des candidats, des aspirants agriculteurs ne recherchent pas des terres de centaines d'hectares. Là. On recherche des terres de 2 à 5 hectares, par exemple, pour développer des micro-fermes. Là. Donc, il y a ça aussi là, qui vient jouer dans la balance. Puis, tu sais, vous l'avez vécu, là, le démarrage d'entreprise. Il y en a peut-être qui vont à l'école en pensant que ça va être ça, puis quand ils arrivent sur le terrain, ils se rendent compte que ils font une année de stage, puis ils font comme c'était peut-être pas nécessairement ça que je voyais pour ma vie personnelle aussi. Là. C'est quand même très demandant quand l'été arrive. Il y a bien de choses que tu sacrifies, tu mets de côté. Puis, oui, clairement, c'est vrai. Ouais, c'est sûr que j'imagine qu'effectivement, il doit y avoir un certain désenchantement à certains égards. Puis... Ouais, j'allais juste poser une question par rapport, justement, on parle que là, les besoins de la relève, je cherche beaucoup plus des petites terres, puis ce qui est l'offre qui est là présentement, c'est des très grands lots. Est-ce que vous avez une idée un peu du contexte? Pourquoi est-ce qu'on est rendu que uniquement avec des... ou uniquement ou presque avec des très grands lots, tu sais? Savez-vous identifier ce... C'est la façon dont le modèle s'est développé en agriculture. Puis après ça, il y a eu les lois, la protection du territoire agricole qui sont venues comme protéger nos terres parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu que les terres étaient perdues. Là. On perdait la vocation agricole sur les terres au profit de développement résidentiel ou des trucs comme ça. Là. Fait que présentement, c'est pas facile de subdiviser des lots, de les revendre. Puis là, il y a des choses qui s'en viennent, mais il y a quand même des enjeux reliés à ça. Est-ce que de subdiviser un lot puis qu'il va y avoir un petit projet pendant quelques années, est-ce qu'après ça, il n'y a pas un risque que ce soit passé aux mains d'un particulier qui ne va pas, après ça, poursuivre la production agricole sur cette petite parcelle-là? Fait que c'est tout ça qui est réfléchi là, actuellement. Là. Puis il y a un mécanisme qui fait que quand tu acquiers plusieurs lots contigus, avec une compagnie, ça se fusionne tout ensemble. C'est pour ça que ça a créé des gros blocs de terre. Tu achetais le voisin, puis là, tu achetais l'autre, puis là, ils rentraient tout ça dans la même compagnie. Fait que là, tu as des centaines d'hectares dans un bloc que tu peux plus diviser. Fait que c'est un peu ça. À la base, c'était peut-être plein de petites fermes, mais avec le rachat, c'est devenu une très grande Exactement. Puis après ça, tu peux plus la séparer. Fait que là, c'est de transférer ce gros bloc-là qui est, même pour une relève apparentée, c'est très, très compliqué. C'est difficile. Puis moi, je me demande justement, peut-être une question pour toi aussi, Ginette. Quand les jeunes, en fait, la relève vous contactent à l'artère, quel genre de relève c'est, mettons, en majorité? C'est quoi le type de production qu'ils veulent faire? C'est quoi peut-être même aussi leur vision? Il y a une grande proportion que c'est des jeunes qui sortent de l'école ou qui sont encore à l'école, sont dans les programmes d'enseignement, puis ils sont en train de développer et de réfléchir à leur projet tranquillement, puis on les accompagne à partir de là où ils sont quand ils arrivent. Il y en a qui vont arriver, mais sont plus rares, avec déjà un plan d'affaires, puis sont prêts à passer à, par exemple, l'acquisition d'une terre. Mais il y a aussi un pourcentage de gens qui sont en reconversion professionnelle, puis je pense que ça a été accentué depuis le début de la pandémie. Ça a amené les gens à se poser, à réfléchir à ce qu'ils veulent, puis à qu'est-ce qui fait un sens dans leur vie. Puis, entre autres, peut-être ralentir le rythme, mais encore là, il y a comme peut-être une vision un peu rose de l'agriculture là-dedans, où on regarde pousser, puis c'est ça, l'agriculture, c'est pas tout à fait ça. Ça demande le rythme, j'ai l'impression qu'il s'accélère plus qu'il ralentit. Mais c'est ça, il y a quand même une proportion de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont, parmi ceux-là, il y en a qui ont étudié par le passé ou qui sont issus du milieu agricole, qui ne voulaient pas faire ça, puis que là, avec, ce qu'on vient de mettre sur la table, le contexte, ils sont comme de plus en plus enclins à vouloir finalement, s'en aller en agriculture puis développer un projet. Puis il y en a de ceux-là qui sont en reconversion, qui n'ont pas d'expérience, pas de formation, qui sont en train de suivre des programmes de formation ou qui suivent des petits programmes de formation continue puis qui s'informent par eux-mêmes, mais qui ont d'autres types de formation ou d'expériences de vie qui peuvent être utiles pour développer un projet agricole, que ce soit au niveau administratif, la gestion, comptable. Il y a des choses, des fois,
c'est comme au niveau du service à la clientèle aussi. Tout ça. Il y a quand même des compétences transversales qui peuvent être utiles dans le développement d'un projet agricole. Par contre, là, c'est important qu'ils, pendant leur démarche, qu'ils aillent chercher de l'expérience, de la formation, puis qu'ils sachent, puis qu'ils aient les moyens, là, qu'ils prévoient les moyens de s'entourer des bons professionnels, des bons conseillers. Puis, tu sais, je pense qu'un grand avantage que les producteurs, la relève a dans le milieu, c'est que le réseau AgriConseil subventionne les services conseils des conseillers jusqu'à 90% en démarrage. Donc, ça peut être quelqu'un qui va faire du suivi au champ, quelqu'un qui va, un agroéconomiste qui va rédiger un plan d'affaires, quelqu'un au niveau de la mise en marché, de la commercialisation. Tout ça se fait, là, du marketing et tout. Au niveau des transferts aussi, il ne faut pas oublier. Là, les conseillers en transfert sont accrédités aussi au réseau AgriConseil. Fait que c'est des services qui peuvent être subventionnés jusqu'à 90% aussi. Fait que, quand même. Il y a quand même des leviers importants. Là. Qui sont donnés, ben oui. Puis justement... quand cette relève-là vous contacte à l'artère, c'est quoi, mettons, le temps général ou le délai des procédures? Tout ça, est-ce qu'on regarde du 1 an, 2 ans, 3 ans et plus? Puis, est-ce que ça varie en fonction du type de producteur, vraiment de la production en tant que telle? Bien, ça dépend de là où ils sont dans leur parcours quand ils arrivent chez nous. Quelqu'un qui arrive, qui frappe à la porte parce qu'il vient d'entendre parler des services artères, mais qui a déjà comme un bagage, puis qui a déjà un plan d'affaires prêt ou qui reste à peaufiner, bien, ça peut aller vite, tu sais. S'ils ont déjà la mise de fonds ou, en tout cas, si on parle d'achat, sinon, s'ils ont ce qu'il faut pour démarrer un projet en location aussi. Puis, il y en a d'autres qui sont à l'école encore, sur les bancs. Donc, ceux-là, bien, ça va être quelques années, le temps qu'ils finissent ça, qu'ils finissent leur programme d'études, qui acquièrent un peu plus d'expérience, qui développent une mise de fonds nécessaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment relatif. Puis, tu sais, si on parle de location ou d'achat, ça va généralement un peu plus vite aussi que quand on parle de partenariat ou de reprise d'entreprise. Là, quand on parle de reprise d'entreprise, on sous-entend toujours une période de cogestion qui peut être comme d'une année à 10 ans, si on est dans le métier, ou plus que ça quand il s'agit de transferts familiaux, puis que là, les cédants, les parents ne sont pas prêts à tout de suite sortir de l'entreprise, puis que ça va se faire, bien, ça peut se faire sur 10-20 ans, là, le transfert. Tu as abordé, j'ai une petite question justement. Là, juste pour éclaircir un peu l'idée, il y a différents types de maillage qui existent. Là. Pourrais-tu juste un peu repasser dessus en nous les expliquant un petit peu? Oui, bien, il y a la location. Il peut y avoir de la location avec option d'achat aussi. Il y a de l'achat, achat-vente. Il y a le développement de partenariat. Puis, il y a le transfert d'entreprise. Fait qu'à chacun, ses enjeux, ses avantages, inconvénients. C'est sûr que quand on parle de location, ou de transfert d'entreprise, même partenariat, ben, tu sais, ça sous-entend qu'on cohabite bien souvent sur le lieu, qu'on collabore aussi d'une façon ou d'une autre. Fait que ça a des enjeux quand même plus au niveau humain, au niveau organisationnel. Fait que là, c'est important de travailler ça, tu sais, de réfléchir à des mécanismes, par exemple, au niveau de la communication, pour s'assurer d'avoir une communication qui est fréquente et régulière, puis mettre des mécanismes en place, puis qu'on prévoit les outils qu'on va utiliser, advenant le cas où on arrive, tu sais, face à un mur, si on a des insatisfactions, s'il y a quelque chose qui... Parce qu'on veut pas arriver au mur. Là, non, on veut pas que ça éclate. Fait que réfléchir à tout ça en amont, un peu comme on le fait dans le cadre d'un mariage. On réfléchit pendant que ça va bien. C'est pendant que ça va bien qu'on réfléchit à comment on va travailler quand ça va aller moins bien. Fait que ça, sinon, au niveau de l'achat-vente, c'est toujours les inconvénients ou les difficultés sont plus liées justement au financement. Puis sinon, partenariat, ben ça c'est assez complexe. Là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on loue ensemble, qu'on achète ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer chez quelqu'un qui détient déjà la parcelle? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire? Là? Puis il y a toujours des enjeux humains aussi là, derrière ça. C'est intéressant. Moi, j'aimerais ça revenir vers toi aussi, Pierre-Luc. Puis, je pense que justement, en travaillant avec l'UPA beaucoup, puis en travaillant sur la représentation de la relève, je me demandais, toi, sais-tu quand même, c'est quoi leur besoin, le besoin de la relève, puis est-ce que ça change en fonction aussi du type de production, j'imagine? Comment vous faites pour représenter tout ce beau monde-là à l'intérieur du FRAC? Ouais, c'est quand même assez complexe, là. Mais en général, ce qu'on voit, c'est que
les jeunes de la relève veulent avoir leur terre, leur entreprise. Fait qu'on travaille beaucoup sur la première problématique qui est l'accès à la terre, puis essayer de développer des moyens pour que ça soit plus facile. Puis je sais que Ginette parlait du niveau humain, là, mais c'est souvent quelque chose qui est oublié dans les transferts apparentés comme moi, qu'on n'en prend pas trop en considération, que là on fait un plan, puis là 5-6 ans plus tard, là, ça marche plus, là, le cédant puis la relève, les deux pognent le feu au cul, puis là ça complique beaucoup les choses. Fait que c'est... Je pense que c'est un volet qu'il ne faut pas oublier là, dans les transferts de ferme. OK. Puis justement, mettons, est-ce qu'au FRAC en ce moment, c'est comme quel type de producteur, mettons, pour l'instant, vous représentez le plus? Est-ce que tout est c'est sûr que quand on regarde la production agricole au Québec, c'est la production laitière qui prédomine. Donc, de facto, on a plus de producteurs laitiers dans la Fédération de la relève agricole du Québec. Mais on travaille vraiment pour représenter toutes les productions, là, n'importe quel jeune qui a comme passion l'agriculture, dans le fond, peut se joindre à nous, puis on va vraiment at large. OK. Puis justement, j'aimerais s'embarquer avec toi comme à date, c'est quoi les outils qui ont été mis en place par le FRAC ou qui sont en voie d'être mis en place par le FRAC? En fait, tout ce qui est la prime à l'établissement de la finance agricole du Québec avec les niveaux d'éducation, ben ça date d'il y a longtemps, là, mais tout est dans la relève. Les bonifications relèvent au niveau du MAPAC, donc prime vert. Il y a différents programmes de la financière aussi qu'on peut aller chercher plus. C'est toutes des choses qu'on travaille... pour aller chercher un petit peu plus pour la relève. Récemment, on a le projet de loi C-208 là, qui est accepté au niveau du fédéral. Fait que ça faisait quelque chose. C'est un programme que faisait 15 ans qu'on demandait de régler cette inéquité-là. Fait que ça a été un gros gain. Puis voudrais-tu, pour le besoin de la cause, expliquer c'est quoi le projet 208 dans tes mots à toi? Oui, c'est ça. Donc, le projet de loi C-208, dans le fond, ça l'a réglé une inéquité fiscale que quand tu transférais à ton fils ou ta fille, quelqu'un de ta famille, tu n'avais pas le droit à l'exonération de gain en capital d'1 million que tu avais le droit si tu vendais à un étranger. Fait que tu payais de l'impôt sur le plein montant quand tu vendais à tes enfants, mais si tu démantelais ta ferme, tu avais 1 million en exonération de gain en capital. Ah ouais. Fait que là, on est allé chercher ce million-là pour... la vente apparente. En fait, puis même, on est allé chercher plus que pour l'agriculture, c'est pour toutes les PME au Canada. Ah ouais, wow. Fait que, ça a quand même été... on a travaillé très fort. C'est un gros projet, mais... Ah ouais. Ouais. Ben, bravo, c'est un beau succès. C'est drôle parce que justement, on a fait un épisode avec les agricultrices du Québec là, qui travaillent aussi au sein de l'EPA. Puis justement, ils nous disaient qu'à travers une cause qui était à la base pour les agricultrices du milieu agricole, finalement, ça l'a fait des petits. Puis maintenant, mettons, c'est applicable à tous les travailleurs autonomes, hommes, femmes. On parlait de la RQAP, l'accès à la RQAP pour les travailleurs autonomes, mais c'est les agricultrices, c'était pour les travailleurs autonomes, mais finalement, ça s'est attendu à toute la société. Ouais, fait que c'est ça, des fois, tu pars avec un petit projet sur ton bord, puis tu te rends compte que finalement, tu es capable de... Ça peut toucher tout le monde. Cool. Puis est-ce que à date, vous, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a eu des inconvénients à cette adoption-là de cette nouvelle mesure-là? En fait, c'est ça. Quand on a réglé cette iniquité-là, on a ouvert la porte, puis on s'est rendu compte que la porte du Québec était fermée en arrière. Fait que là, au niveau du Québec, il y a 7 critères qu'on doit respecter pour avoir accès à ce million-là. Puis on pensait que ça allait bien, mais on s'est rendu compte qu'il y a quand même une certaine problématique à ce niveau-là. Fait qu'on va travailler là, pour peut-être alléger un petit peu là, au niveau du provincial pour avoir accès à ce million-là aussi. Cool. Fait qu'après 15 ans, ça continue. Non, c'est ça. C'est des longs combats quand même. Oui, c'est ça. Mais quand tu travailles avec les gouvernements, c'est sûr que ça peut pas changer du jour au lendemain. C'est d'assurer une présence constante, puis de pas lâcher. Puis à un moment donné, tu finis par avoir des petits gains par petits gains, puis ça finit par améliorer un peu la situation. Ouais. Cool. Moi, j'aimerais ça revenir aussi avec toi, Ginette, encore à l'artère. Puis là, on a parlé beaucoup aussi du besoin de la relève en tant que telle. C'est quoi les besoins des cédants aussi dans tout ça? Je pense que c'est important pour les cédants de penser à la préparation du projet de transfert en amont. C'est quelque chose qui doit se réfléchir là, quelques années à l'avance, de ne pas attendre
d'être face à des soucis de santé, par exemple, ou de la mortalité dans la famille, tout ça, pour dire, OK, là, j'ai vraiment besoin que vous me trouviez de la relève, je m'inscris. Il ne faut pas attendre ça. Il faut vraiment travailler ce projet-là en amont, en s'entourant, en allant chercher des conseils, des services avec comptables, fiscalistes, agroéconomistes pour déterminer, en fait, pour procéder à l'élaboration d'un diagnostic d'entreprise, pour essayer d'évaluer les différents scénarios de transfert qui sont possibles au plan fiscal, qu'est-ce qui est possible de faire pour que ce soit satisfaisant, gagnant pour le cédant, mais est-ce qu'il y a des scénarios qui peuvent être satisfaisants, mais aussi avantageux dans le cadre d'un transfert? Est-ce que ça peut faciliter un transfert? Alors, tout ce travail-là doit se faire au préalable. Réfléchir au projet de vie là, après le transfert. Est-ce qu'on est prêt à se retirer de l'entreprise? Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait? C'est quoi notre rêve? C'est pour la suite de notre vie. Là. Tout ça, ça se réfléchit aussi, ça se travaille. Qu'est-ce que je dirais? Peut-être aussi au niveau, si on pense transfert d'entreprise, c'est sûr qu'il faut travailler justement à arrimer les valeurs puis la vision de la relève et des cédants. Mais dans ça, il y a aussi, on parlait de travail plus tôt, fait qu'il y a aussi la vision du travail, puis la vision que porte une certaine catégorie d'une génération, en tout cas de cédants, où en agriculture, il faut travailler sans répit, sans relâche, c'est du séjour, c'est des grandes journées, et c'est comme ça que ça marche si tu veux réussir, alors qu'on a une relève qui voit la vie un peu différemment, qui veut s'impliquer au niveau familial, qui veut garder du temps pour les loisirs, pour avoir un équilibre de vie. Alors, essayer de travailler avec tout le monde justement pour conjuguer les différentes visions. Oui, c'est ça. Les accepter, les comprendre, les accepter pour essayer d'avancer, puis de voir comment on peut faire pour avancer, pour que ce soit réaliste, là, aussi d'arriver là, dans l'entreprise, là, pour qu'elle puisse avoir un bon rendement. Oui, c'est ça. Ben, c'est intéressant. Puis justement, j'allais juste mettre l'accent, c'est que c'est ça. On réalise quand même qu'il y a un certain clivage qui peut exister entre les valeurs des différentes générations, puis est-ce que vous voyez quand même des ponts qui se forment assez bien? Y a-t-il un taux de réussite là-dedans qui est quand même assez acceptable ou ça ressemble à quoi? Puis là, c'est une question ouverte, là, les deux. Je pense que vous avez votre point de vue là-dessus. Là. On peut avoir des belles surprises. Là. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont plus ouverts. Puis peut-être que le contexte qu'on traverse là, de la pandémie vient aussi y contribuer parce que les gens se sont justement arrêtés pour réfléchir à ce qu'on voulait de notre Québec, hein, notre autonomie alimentaire, être souverain, est-ce qu'on veut, Bon, donc, je suis en train de perdre le fil. Je suis désolée. Donc, le clivage. Le taux de réussite entre dans le maillage. On a des belles surprises. Autant il y en a qui partent avec un scénario, puis ça, c'est pas modulable. Autant qu'il y en a d'autres qui vont vraiment être charmés par les personnes devant lesquelles ils vont se retrouver. Ils vont vraiment avoir un coup de cœur. Ça arrive. Grand coup de cœur pour les aspirants, pour le projet des aspirants. On s'entend bien tout le monde. Et finalement, il y a des cédants qui vont arriver puis qui vont proposer une baisse de prix là, pour concilier justement. Puis aussi au niveau de la location, c'est difficile d'établir un prix de location là, à l'hectare parce que, bon, c'est pas simple. Puis il y a les activités que ça génère aussi sur le site, mais il y a des cédants qui vont être d'accord pour s'arrêter puis regarder c'est quoi le projet des aspirants, quel type de projet, quel type de revenus ça va générer. Puis pour s'adapter justement au projet, si c'est un projet de plus grande envergure versus de plus petite envergure, ben peut-être qu'on peut s'adapter puis y aller avec un bail, un prix locatif qui est un peu moindre. Là. OK. Oui, il y a encore des belles histoires. Là, on le sait, les agriculteurs, ils travaillent fort et tout, mais il y en a qui sont quand même conscients que c'est rendu difficile de s'établir. Puis j'en entends aussi là, dans mon coin là, des cédants qui sont prêts à faire des sacrifices monétaires même pour qu'il y ait des jeunes qui puissent reprendre. Parce que on en parlait un peu plus tôt, là, ils ont travaillé toute leur vie pour cette entreprise-là. Fait qu'il y en a qui n'ont pas vraiment le goût juste de la vendre puis de ramasser les millions. Mais de toute façon, ils ont tous fait ça de leur vie. Fait que tu fais quoi avec tes millions? Tu t'achètes un bateau? Tu n'as jamais fait de bateau? Tu vas finir ta vie, puis ça va être tes enfants qui vont hériter de ça. Fait qu'il y en a qui sont prêts à faire des sacrifices monétaires, justement, puis d'être ouvert d'esprit aussi. Je pense qu'on est assez ouvert d'esprit en tant qu'agriculteur pour pouvoir regarder les différents projets, puis prendre le temps au moins de s'asseoir, puis d'écouter ce que les jeunes nous apportent. Totalement, ben oui, c'est beau. Puis tu sais, d'un autre côté, en même temps,
je peux comprendre aussi que c'est ça, tu sais, de vendre ou de vouloir vendre ou de vendre, ouais, c'est ça, ton entreprise à sa juste valeur aussi, même en étant capable de concilier, c'est important aussi dans un sens. Hein? Ouais, mais ça va tout le temps dépendre aussi de comment que ça a été géré. Tu sais, si une entreprise a une certaine liberté financière, ça va être plus facile de laisser une chance aux jeunes. Si l'entreprise est déjà très à la gorge, endettée, tu peux moins faire de sacrifices. Là. Ça dépend tout le temps. Puis je me demandais... Ça en revient, comme tu parlais, aux qualités de gestion de l'entrepreneur. C'est essentiel dans la réussite de l'entreprise. Puis au-delà de ça, même la capacité d'adaptation face au changement, face aux risques, être capable de supporter les risques. Fait que tout se développe. Hein? Donc, si ces habiletés-là sont moins bien développées, ben, de s'entourer pour réussir à bien le faire. Puis s'entourer, ben, c'est aussi la famille, c'est les amis et tout. Là. Donc, c'est important. S'entourer, je pense que c'est vraiment le secret. Là. Parce qu'on peut pas être excellent dans tout. Fait qu'il faut que tu sois bon dans tout, mais que tu t'entoures de personnes qui sont excellentes dans chacun de leur domaine. C'est comme ça que tu vas réussir à te démarquer. Je pense que c'est une clé. En agriculture, oui, mais en entrepreneuriat, en général, je pense que c'est comme tout le temps une règle d'or qui revient, là, bien s'entourer, avoir un bon réseau de contacts. C'est tout le temps une clé. Fait que, à travailler. Là. Puis, moi, j'aimerais revenir aussi sur le fait que c'est cool, on a parlé aussi là, des matchs entre cédants et aspirants qui ont bien été, mais forcément, il y en a qui vont un peu moins bien, qui ne mènent pas à une conclusion qui est avantageuse pour les deux. Puis dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a beaucoup? Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça ne se rende pas là? Puis est-ce que souvent ces cédants-là, ben là, justement, ça devient des pertes, puis là, ils décident de démanteler ou de vendre à des gens qui vont pas nécessairement faire un usage agricole, tu sais. C'est de prendre le temps nécessaire pour travailler une entente, réfléchir à tous les aspects qui doivent être réfléchis au sein d'une entente, que ce soit au niveau humain, organisationnel, fiscal. Puis, tu sais, oui, ça va arriver qu'une entreprise décide de démanteler, mais tu sais, ce qu'on voit souvent, ça va être le cas d'entreprise qui n'a pas pris la peine de se préparer adéquatement. Puis qui va arriver, là, le producteur, la productrice, ils arrivent au bout du mur, là, au bout de ce qu'ils peuvent donner, puis ils disent, ben là, je vais pas bien, j'ai besoin de. Mais ça peut pas se faire de façon précipitée. On parle de fermes qui ont une certaine valeur, puis reprendre une ferme à la valeur marchande, puis que ce soit réaliste d'un point de vue financier, c'est pas simple. Parce que la valeur des terres, il joue pour beaucoup aussi, surtout quand on est dans la gestion de l'offre. Là. Fait que c'est des choses que, tu sais, c'est ça. Oui, ça peut arriver, mais encore une fois, prendre le temps de le préparer. Là, ça en vient vraiment à prendre le temps en amont. Puis, je fais du pouce sur François Biron qu'on a reçu. Il venait de parler de maraîchage nordique, mais un jeune entrepreneur, début quarantaine, puis qu'il nous en parlait. Puis déjà, en ce moment, il réfléchit à comment il va réussir à, lui, se séparer de cette ferme-là. En ce moment, il est conscient, la ferme tient sur ses épaules. Exact. Mais comment, tranquillement, il peut réussir à faire fonctionner la ferme sans lui. Fait que, avoir des opérations qui sont reproductibles, tout peut se passer de lui. Puis on en parle aussi à la relève de se former en tant que cédant tout de suite, même de garder en tête qu'éventuellement, nous aussi, il va falloir la transférer notre entreprise, puis de ne pas attendre justement d'être au bout du rouleau, puis de dire, OK, là, c'est assez, je mets la clé dans la porte, puis là, il faut que je vende là, ça me prend ça, puis... de penser à un modèle, justement, qui... penser à notre modèle, c'est ça, en amont. C'est intéressant. Aussi, c'est ça, des fois, de profiter un peu plus de la vie aussi pendant qu'on a notre entreprise, d'essayer de ne pas attendre à notre retraite pour décider de vouloir en vivre pleinement, mettons. Ouais. C'est intéressant. Puis je me demande, je m'imagine aussi quand même dans une certaine mesure, comme tu le disais, Ginette, puis comme tu le disais, Pierre-Luc, si tu es au bout du rouleau quand tu essaies de vendre ton entreprise, mais à un moment donné, ça doit quand même paraître un peu, là, même pour l'aspirant qui arrive, puis OK, lui, ça lui tente de reprendre la business, mais en même temps, il regarde la personne en face de lui, il est complètement brûlé. Il est comme OK, bon. Puis ça va transparaître dans la qualité de la communication, puis des interrelations aussi. Fait que c'est fragile. Le niveau humain va décoper beaucoup. Ouais. C'était déjà
semi-dépression, t'as pas le goût d'aider personne. Ça fait de la misère à t'aider toi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que vous avez quasiment à un certain degré, là aussi, ça veut dire que vous êtes quasiment comme des psychologues, là. Non. Non. Donne-moi pas ce chapeau-là. À chacun ses forces. Il y a des travailleurs de rang pour ça. Là. C'est ça, j'allais dire. Mais oui, il existe les travailleurs de rang. Fait que, tu sais, il est possible de référer vers des psychologues, vers des travailleurs de rang quand on voit là, qu'il y a un signal d'alarme. Oui. Puis, tu sais, si on veut peut-être faire du pouce sur les agricultrices du Québec, là, les agricultrices du Québec ont un beau projet Dimension E. Les conseillères en transfert, on y a collaboré. Il y a vraiment une belle formation qui est là sur le transfert du point de vue du cédant et du point de vue de la relève. Fait que ça vaut la peine d'aller voir de ce côté-là. Là. C'est un beau projet. Allez voir notre épisode avec France et Valérie. Yes. C'était vraiment intéressant. On a parlé beaucoup de ça, puis c'était super intéressant. Yes. J'aimerais aborder, on est rendu là, parce que c'est quand même une question qui, je comprends, qui est assez complexe, mais que moi, quand j'ai vu arriver du point de vue de la relève, sur le coup, parce que c'est ça, on est deux, moi et mon frère, on est deux jeunes, on s'imagine se lancer. On a le modèle en tête, justement, le modèle petite surface, biodiversifié, fait qu'on cherche des petites terres, puis là, on entend parler d'un coup le projet de loi 103 qui vient parler d'un allègement administratif pour réussir à peut-être être capable de morceler des terres. Puis là, moi, j'ai vu ça, du coup, je suis comme malade. C'est ça qu'on attendait depuis vraiment longtemps. Puis que là, en continuant en m'intéressant à la question, je comprends que c'est pas si simple, là, morceler des terres. Fait que j'aimerais ça être capable d'apporter un peu de nuance dans ces questions-là. Là. Ouais, c'est ça. Ben, au niveau de la relève, on a levé un flag, là, comme quoi que c'est correct. Je comprends que des gros lots de terre, c'est plus dur à acquérir, mais premièrement, il y a beaucoup de terres présentement qui sont déjà en petits lots, qui sont laissés en friche dans le but éventuellement d'être dézonées. Fait que juste de les répertorier puis peut-être trouver des moyens qu'elles soient remises en culture obligatoirement, ça pourrait débloquer des lots de terre pour des jeunes qui voudraient se démarrer dans ce modèle-là. Puis après ça, c'est tout le côté de la pérennité de ces petits lots-là. Si tu morcelles un lot pour une ferme qui va durer 5, 7, 10 ans, puis qu'après ça, finalement, la relève fait d'autres choses ou c'est mort. Mais qu'est-ce qui va devenir de ce lot-là? Est-ce que, vu que c'est rendu un petit lot isolé, il va passer par la CPTAQ, il va être dézoné, puis tout de suite, on va faire un spa ou un... Ouais, une maison manoir. Ouais, c'est ça, quelque chose dessus. Fait que c'est là qu'on a un petit problème là, au niveau de... On a déjà des lots qui pourraient être disponibles pour ça. Peut-être de recommencer à la base, de répertorier ça. Il y a des terres en friche qu'on peut... On pourrait aller répertorier, les utiliser. Grâce avec les PDZA aussi, il y a des choses qui ont été travaillées dans chacune des municipalités pour justement répertorier tous ces petits lots-là. Là, tu viens d'embarquer avec un terme qu'on n'avait pas entendu avant, PDZA. Oui, donc les plans de développement de la zone agricole. Donc, chaque municipalité ou je sais pas chaque MRC ont mis en place des plans de développement justement pour répertorier tous ces petits lots-là. De regarder avec les MRC directement, ils ont des choses aussi pour recenser ces terres-là. Aller s'informer auprès de nos MRC, ça peut être aussi une bonne. En tant qu'admettons, moi, de la relève, je pourrais, m'informer auprès de la MRC, savoir, vous, quel est votre plan, grosso modo, pour le développement agricole, puis quels lots sont présentement à usage agricole, mais ne sont pas, mettons, utilisés ou, tu sais. Normalement, les PDZA sont accessibles sur le net, là, sur le site des MRC. Puis je dirais, tu sais, parce que tout le monde est fort sollicité, si la relève est inscrite à l'ARTER, de passer par l'ARTER, parce que nous, on est là sur le terrain, on sait ce qui existe dans nos MRC, ce qui n'existe pas, plutôt que d'envoyer tout le monde cogner à la porte des MRC. Je pense que c'est peut-être de travailler justement en concertation et en collaboration avec les intervenants sur le milieu, là, dans le milieu. Si on peut se faire accompagner, ça va toujours être bien plus simple avec quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît la formule administrative. Tout à fait. Puis si on parle de friche, je vais y aller tout de suite, mais dans la MRC des Laurentides, dans la région des Laurentides, il y a un projet qui est porté justement pour répertorier toutes les friches qu'on peut, puis voir comment les valoriser pour les rendre de nouveau utiles pour l'agriculture. C'est un gros projet qui est fait en collaboration avec d'autres MRC aussi. Là, puis c'est un peu ça, là, les objectifs. Ce que tu me diras aussi, si je me trompe, je pense que dans les Laurentides, c'est une zone qui est quand même dite, je pense, sous-valorisée là, au niveau de l'agriculture.
Mais c'est parce qu'on. C'est une question. Il y a les Laurentides, mais tu nous avais parlé aussi des Hautes-Laurentides qui existent. Bien, les Laurentides, ça part des Basses aux Hautes-Laurentides. C'est sûr qu'il y a plus de territoire. Tu sais, le garde-manger là, des Laurentides, c'est les Basses-Laurentides, mais il y a du territoire agricole aussi jusqu'aux Hautes-Laurentides. La qualité des terres, même dans la MRC d'Antoine Labelle, qui est vraiment le plus au nord des Laurentides, il y a des super bonnes terres agricoles. Il y a d'autres terres qui sont peut-être moins propices pour du maraîcher, mais qui peuvent être super propices pour d'autres types de cultures, pour des productions animales. Tu sais, je pense qu'à chaque terre a son avantage. Oui, puis il y a une production. Il faut juste trouver la bonne terre pour le bon type de culture ou de production. Là. OK. Puis dans des régions touristiques comme ça, mais là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gentlemen farmers, des fois, qui vont accaparer des terres là, dans Charlevoix, dans les Laurentides. Ça devient une autre problématique. C'est des gens qui sont à la retraite, qui ont un bon fonds de pension, qui vont acheter un petit lopin de terre. Fait que là, ça tire le prix des terres vers le haut. Ils ne sont pas nécessairement utilisés à leur plein potentiel là, par un jeune qui pourrait Parce que comme se nous, démarrer. c'est ça, qui arrive, on cherche à peu près les mêmes lots, les mêmes grandeurs de terre. Fait que s'il y a un dentiste qui arrive de Montréal, on ne pourra pas compétitionner. Peut-être pas avec lui tout de suite. Mais même si, admettons, nous, on veut vraiment faire une fin commerciale, nourrir le plus de monde qu'on peut avec ça, tu sais. Mais parmi ceux-là, tu sais, qui s'accaparent des terres, il y a un petit pourcentage de ces gens-là qui font appel à leur terre, justement, pour rendre des parcelles ou des infrastructures disponibles à la relève. Ah, c'est cool, ça, quand même. Fait que, intéressant. Fait qu'il y en a qui ont quand même le côté philanthrope malgré tout. Là. Merci. Pour revenir un petit peu en arrière, juste pour être sûr que j'ai bien compris, synthétiser un peu. Fait que dans le fond, avant peut-être de prioriser vraiment le morcellement, il faut aussi travailler un peu en amont, voir quelles terres sont déjà disponibles, puis aussi peut-être s'assurer que les instances puissent vraiment protéger ces terres-là, mettons, qui seraient morcelées pour être sûr qu'il y ait un usage agricole perpétuel là, qui se fasse dessus. Exactement, c'est pas mal. OK. Puis est-ce que c'est ça, on pense que, mettons, la CPTAQ elle pourrait pas, mettons, à ce niveau-là encore vraiment agir ou protéger... Oui et non. Ouais. La CPTAQ est là pour ça, mais c'est sûr que dans le cadre du projet de loi, ça a été un peu laissé ouvert. Fait que c'est ça qui fait surtout peur, là, qu'il n'y avait pas de barème strict. Il parlait d'agriculture pérenne, mais jusqu'à combien de temps? Puis, c'est-tu à perpétuité ou c'est un coup que l'entreprise est dissoute après ça, c'est plus grave? C'est là qu'il y a un petit bémol là, qui chicote un peu. Parce qu'avant tout, c'est ça, on s'entend, on veut protéger nos terres agricoles. Sont importantes. C'est ça qui est l'essentiel. Oui, c'est ça. Puis, autour des grands centres urbains, il y a des terres que ça fait des années qui n'ont pas été cultivées puis qui sont laissées là, qui appartiennent à du monde qui les ont achetées il y a 20 ans en se disant Montréal va être rendu là, donc, ou Laval. Fait que c'est de répertorier ça aussi puis d'essayer de mettre en place des... c'est pas des incitatifs ou des pénalités si ces terres-là sont laissées en friche dans le but éventuel d'être dézonées. Parce que là, t'arrives, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été cultivée. Bon, la CPTAQ, ils font comme... Ouais, c'est ça. C'est pas tandis que quand il y a une entreprise qui est bien établie avec la relève, qui la cultive déjà, ben là, c'est un peu plus maudit d'aller l'enlever. Ouais, c'est ça, exact. Je comprends. C'est le fun. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Merci. Ouais, c'est ça. Surtout que je pense que c'est comme un gros projet de loi. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a vraiment le volet agricole, mais il y a aussi plein d'autres volets là, à travers ça. Ouais, dans des projets de loi omnibus comme ça, c'est tout le temps ça qui est problématique. Ça touche tellement de choses que c'est ben souvent, des fois, il y a des choses qui passent dans le crack que là, ça te fait comme Il fallait y penser. Puis j'aimerais ça, moi et Mike, on aime tout le temps ça, là, avoir un peu cette formule-là quand on arrive proche de la fin de l'émission. C'est de savoir, vous, c'est quoi vos projets, vos aspirations, vos espoirs pour le futur. Ça peut être autant au niveau de l'Artère, au niveau de la Fédération de la relève agricole du Québec, ou même que ce soit au niveau personnel, là, vraiment, c'est comme super large. Puis c'est ça, et voilà. Allez-y comme vous voulez. Je pourrais partir longtemps là-dessus. Écoute, vas-y. mais tu sais, si on y va concrètement d'abord, par exemple, au Carrefour Bioalimentaire Laurentide, on travaille présentement, puis partout dans la région, il y a des beaux projets en cours pour venir faciliter l'accès aux terres ou soutenir la relève un peu mieux. Au Carrefour, on est en train on travaille à la mise en place actuellement de cellules de co-développement professionnel. On en a une qui va être pour les agents de maillage, qui est vraiment comme pour améliorer les connaissances, les compétences des agents pour pouvoir mieux accompagner nos candidats. Puis on en a deux qui sont aussi dédiés aux producteurs, aux jeunes producteurs agricoles qui sont
dans les premières années de production, en démarrage, en reprise, en expansion. Donc, une cellule de co-développement professionnel, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un groupe qui va être formé de 6 producteurs, 6 jeunes producteurs. Fait que c'est un lieu sécuritaire où on peut échanger ensemble pour s'améliorer. C'est encadré par une animatrice qui va soutenir à tour de rôle. Chaque producteur va venir présenter une problématique là, à laquelle il est confronté. La présentation va être un peu structurée là, à l'aide de l'animatrice pour que ce soit clair, fluide, puis que tout le monde puisse travailler sur ça pendant 3 heures, en sortir des outils aussi pour faciliter la suite des choses et tout. C'est vraiment une belle façon là, de s'élever ensemble là, avec ses pairs. On travaille aussi au développement d'une trousse d'outils qui va rassembler un paquet d'informations pertinentes, là, des liens, des ressources, de la documentation, des outils, des canevas, des modèles. On développe aussi des webinaires qui vont être dans cette trousse-là. Un webinaire qui va porter sur l'idéation de projet, un autre sur le développement du modèle d'affaires, puis l'autre sur la rédaction du plan d'affaires. Sinon, sur le terrain, dans les Basses-Laurentides, là, à Boisbriand, il y a un projet qui s'appelle Terreau Agriculture, c'est un projet qui est relié à la pépinière municipale. Puis, entre autres, dans ce projet-là, il y a l'idée de éventuellement rendre disponibles des parcelles pour la relève. À Saint-Eustache, présentement, il y a le développement de la zone d'innovation agricole. C'est un projet qui se fait en partenariat avec le cégep Lionel Groulx. Il va y avoir des cours qui vont être dispensés directement en champ et dans des locaux aussi. À terme, il va y avoir aussi des parcelles de quelques hectares qui vont être rendus disponibles pour la relève pour y démarrer des projets. Et il va y avoir un incubateur d'entreprises agricoles. Les projets sont foisonnants. Ça bouillonne. On travaille fort. Du côté de la MRC d'Argenteuil, il y a un laboratoire agroforestier qui est en place depuis peu. C'est là où on y cultive, entre autres, des cultures émergentes. On travaille aussi les PFNL. Et dans le cadre de ce labo-là, PFNL, les produits forestiers non ligneux. OK, parfait, merci. Et dans le cadre de ce labo-là, il y a un parcours agroforestier pour la relève âgée de 30 ans et moins. C'est un parcours qui se traduit par 900 heures de formation et de travail rémunéré pour acquérir des compétences, des connaissances pour par la suite pouvoir développer encore plus fort son propre projet, si on le veut. Si on s'en va dans la MRC des Laurentides, tantôt, j'ai parlé du projet des friches, là, de la revalorisation des friches. On travaille aussi en collaboration là, avec, dans la MRC des Laurentides, l'agente du programme Place aux jeunes pour le développement d'un séjour exploratoire agroalimentaire qui va se dérouler vers la fin avril. C'est un séjour, c'est un peu une petite séduction. Là, c'est ça. Un petit tour agro-touristique. C'est ça, on va inviter là, la relève à venir participer au séjour pour venir comme prendre le pouls du dynamisme agricole sur le terrain, rencontrer les intervenants, les producteurs et tout. Puis si on monte un petit peu plus au nord encore, la MRC Antoine Labelle a un beau projet d'envergure là, depuis 2019 qui visait justement, on en parlait un peu tantôt, là, mais à répertorier. C'est un projet qui inventorie, qui répertorie les meilleurs endroits à plus haut potentiel acéricole ou développer des érablières. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est une formule clé en main pour la relève dans le sens où l'identification est déjà faite. Le travail sylvicole est déjà fait aussi, là, d'élaboration et d'évaluation. Donc, les aspirants ou la relève qui veut venir démarrer un projet c'est majoritairement sur des terres publiques intramunicipales. Donc, la relève qui veut venir démarrer un projet n'a pas à faire ces étapes-là qui sont déjà faites. Ils ont juste à se concentrer à l'aménagement de la forêt puis au développement de leur projet. Puis, en plus, pour ça, la MRC a développé un super beau guide pour le jeune producteur acéricole qui est vraiment comme la marche à suivre pour développer puis réussir son projet acéricole. Là. Mon Dieu. Oui, t'es beau. La barre est haute. Ça brasse pas mal. C'est ça. Puis en plus, c'est beau, les Laurentides. C'est magnifique. On a des points de vue là, exceptionnels. On va prendre ça en note. On va regarder comment ces projets vont évoluer dans le futur. Ça donne le goût, en tout cas. Oui, vraiment. Merci de votre bon travail parce que c'est vraiment inspirant. Bravo. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui est fait là, au niveau de l'agriculture. C'est ça. Au Québec en général. Puis, c'est ça. Pour ma part, là, ça fait déjà 7 ans que je suis impliqué au niveau de la relève agricole du Québec.
Donc, c'est sûr que je vais continuer à travailler avec l'équipe, mais éventuellement, je vais retourner reprendre mon entreprise familiale avec mon père. Ouais. Donc, on travaille beaucoup pour développer le côté sous-régie biologique. Donc, on était tout en conventionnel. Nice. Puis là, ça fait 4 ans là, qu'on développe la culture de la courge et de l'asperge biologique. Nice. À plus grande échelle, moi, j'ai espoir d'offrir du bio à tout le monde à un prix abordable, c'est ça. Fait que je travaille beaucoup pour ça. Les grandes chaînes de ce monde ne sont pas encore prêtes à embarquer, mais c'est un objectif là, que j'aimerais pousser beaucoup. C'est cool. Puis, je m'inspire beaucoup du bio aussi pour les cultures conventionnelles, là, donc beaucoup d'agro-environnement, puis essayer de respecter. Là, Nice. Parce que c'est pas parce que t'es pas en bio qu'il n'y a pas des efforts vraiment qui sont faits pour faire une agriculture qui est raisonnée. C'est ça, exactement. Un souci, oui. Chapeau, c'est vraiment pour ton implication puis pour tes rêves. Moi, j'abonde dans le même sens. Je les partage. Merci. Yes. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça aussi y aller, là, on était plus dans le concret, mais y aller aussi même un peu utopique, mettons, votre souhait peut-être pour l'agriculture de demain, pour la relève de demain. Je peux me lancer. Ouais, là. Bonification des programmes d'aide en agriculture pour la relève, multiplication des programmes aussi, que ça vienne du territoire aussi, pas juste des instances gouvernementales. Je pense que tout le monde doit y contribuer à ce qu'on met des fonds, des fonds à la disposition. Du capital patient. Oui. Utopique, là. C'est bon, ça. Des millions de dollars à faible taux d'intérêt pour qu'il y ait le plus de jeunes possible qui puissent se lancer en agriculture. Je retiens ce mot-là, capital patient. Ben oui, c'est ça. Puis contribuer, pour ma part, là, contribuer justement au développement puis au démarrage ou aux reprises là, de projets agricoles pérennes. Des beaux projets avec des candidats qui sont prêts, qui sont solides, qui ont tous les outils en main pour vraiment mener à terme là, puis aller là où ils veulent avec leur projet. Wow. Mon Dieu, ça donne le goût. Bon, on vote pour vous. Mais merci d'être venu sur le podcast. C'était super le fun. Je pense que c'était agréable aussi de vous avoir puis d'avoir votre point de vue qui est vraiment informé là, sur le sujet. Fait que merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver en fait sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!